télévision et du magazine Au-delà de l'actualité. Merci de nous suivre à travers ce numéro. Nous recevons ce soir le porte-parole du Congrès national congolais, CNC, parti cher à Pius Mwabilou, Sélé Kanangila. Bonsoir. Bonsoir Madame Gisèle, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Merci beaucoup d'avoir pensé à notre modeste personne pour nous faire venir ici afin de nous adresser aux nombreux Congolais qui nous regardent sur comment fonctionne leur pays. Donc merci à l'ensemble de l'équipe qui vous accompagne pour la réalisation de cette émission. Alors, c'est au-delà de l'actualité. Comment se porte le parti, le CNC? On n'entend plus parler de ça. Hein? Avant, c'était des mouvements par-ci, par-là. Le parti dont l'autorité morale et son excellence Pius Mwabilou Mbaye-Mukala se porte à merveille. Le parti est aujourd'hui implanté sur l'ensemble du territoire national. Le parti a aujourd'hui les représentants dans différentes institutions à travers le pays. Vous n'avez qu'à voir à chaque descente d'une autorité nationale dans un territoire, dans une province ou dans une ville, comment le CNC de Pius Mwabilou est bien présent, parce que son autorité morale avait levé une option salvatrice, celle d'accompagner le président de la République dans son combat pour le bien-être de la population. Bien sûr. C'est dans ce sens. Hein? Comment? Non, il n'y a pas. Non, je ne sais pas si vous allez appeler ça transfert ou pas, mais moi je vous dis que il s'agit d'une option salvatrice levée pour l'intérêt général, parce que vous êtes une grande journaliste dans ce pays. Vous vous rappelez de cette sortie médiatique de l'autorité morale du CNC après sa rencontre avec le président Tshisekedi dans le cadre des consultations qui avaient été initiées. Il avait dit qu'à un certain moment de la vie, il faut regarder l'intérêt général, et parce que le président Tshisekedi se bat pour que cet intérêt général soit garanti. Et donc nous, le Congrès national congolais, nous avons levé cette option de l'accompagner, et je pense que les résultats sur terrain donnent aujourd'hui raison à notre autorité morale qui nous avait dit à l'époque: allez-y, soutenir le président de la République parce qu'il a des bons projets pour la nation. Et aujourd'hui, les faits, je pense que ça me donne raison. Je rappelle ici que quand il est allé répondre et à l'invitation du président Tshisekedi lors de la prestation des serments de nouveaux juges constitutionnels, et à son invitation au Palais de la Nation dans le cadre des consultations, l'Union sacrée n'avait pas encore pris la forme qu'elle a aujourd'hui. Et donc c'est pratiquement quelqu'un qui avait répondu, je vais dire, à l'appel de l'inconnu, parce que l'intérêt du peuple était lié. Et son intérêt aussi, il est aujourd'hui ministre. Non, attends, mais maintenant il faut voir le travail qu'il a fait en tant que ministre. Vous savez, l'intérêt du peuple, il est grand. Et chaque institution, chaque ministère doit maintenant jouer sa participation. Si vous voulez voir, le président de la République s'est donc battu pour qu'il y ait l'état des droits, aujourd'hui qu'il y ait une chose effective dans notre pays. Il s'est battu pour que les passeports, qui autrefois étaient un document luxueux, soient à la portée de tous les Congolais, parce que le passeport était un document réservé à une classe politique, quelconque, à un groupe d'individus. Le président de la République s'est donc battu pour que monter dans l'avion ne soit pas un luxe, comme ça a été le cas par le passé. Et le président de la République s'est donc battu pour que les réserves d'échange soit aujourd'hui à plus de 3 milliards de dollars. Et donc c'est des faits aujourd'hui qui donnent à Pius Mwabilou la raison d'avoir répondu à cet appel. Maintenant, dans son secteur qui est l'urbanisme et habitat, oui, il y a... On peut parler de lui étant qu'il est aussi un bon warrior. Bien sûr, il a fait un travail important. Vous savez que la plupart de parcelles de l'État, parce que lui il est ministre de ville, et que la plupart des parcelles de l'État n'avaient même pas de titre. C'est ce qui avait donné le pouvoir à certains Congolais mal intentionnés de désaffecter les différentes maisons de l'État. Et donc Pius Mwabilou devait commencer par le commencement, c'est-à-dire doter
tous ces espaces qui relèvent du domaine privé de l'État des titres, chose qui a été faite aujourd'hui. C'est sous Pius Mwabilou qu'on va bientôt là avoir un code portant urbanisme et construction, alors que ça n'a jamais existé dans l'histoire de notre pays. On fonctionne jusqu'à l'heure où nous vous parlons avec un décret de 57 qui est aujourd'hui en contradiction énorme avec nos réalités, parce que vous savez que nos villes aujourd'hui ont évolué même en termes de nombre d'habitants, et donc il fallait adapter ce code à nos réalités. C'est signé Pius Mwabilou. Pius Mwabilou, c'est aussi cette campagne qui vise à remettre l'État dans ses droits, c'est-à-dire ravir tout ce qui lui a été ravi, reprendre ça. C'est pas des règlements de compte, ça? Absolument pas. Non, absolument pas. Vous avez posé la question sur l'intérêt du peuple, mais l'intérêt du peuple, c'est que quand on reprend ce qui a été volé à l'État en termes des maisons, en termes d'espace, on reverse ça, on remet ça à l'État. L'État a donc les moyens de sa politique, parce qu'il peut faire louer ces espaces et avoir l'argent qui va certainement être affecté au social de la population. Et donc, pour dire court, aujourd'hui, même ceux qui l'ont critiqué à tort réalise que c'est un monsieur qui avait raison, qui avait répondu à l'appel du chef de l'État, rien que pour l'intérêt général. Et le travail fait par le président de la République, le travail fait par lui-même en tant que ministre à l'urbanisme et habitat, il n'est pas le seul. J'ai vu Madame Bazaïba qui se bat aussi, j'ai vu le ministre qui est, je vais dire, à l'économie là-bas se battre, j'ai vu le ministre qui est au transport se battre aussi. Et donc là, nous sommes dans une dynamique de gens qui se sont mis d'accord, qui se sont mis ensemble derrière la vision du président de la République pour que la nation gagne, et la population est en train de gagner, effectivement. Nous avons suivi dernièrement les agents du ministère en train de réclamer leurs primes, la mécanisation de nouvelles unités. Non, mais là, ça concerne les ministères. Attends. Le ministre Pius Mwabilou gère le cabinet ministériel. L'administration, il est géré par le secrétaire général. Parmi les engagements pris par Pius Mwabilou, je l'ai dit pour l'avoir accompagné, il avait décidé de laisser l'administration évoluer normalement. Et donc, de faire même travailler cette administration. Aujourd'hui, quand vous parlez avec le secrétaire général ou avec les autres animateurs de différents services qui composent cette administration, ils vous diront qu'ils travaillent. Le seul problème que vous pouvez avoir avec Pius Mwabilou, c'est de ne pas respecter les lois. Et donc, ces agents, ils ont un secrétaire général, certes, qui doit faire le travail. J'ai ouï dire que... Mais quand ça marche pas avec le secrétaire général, mais c'est comme ça que le ministre s'est impliqué totalement pour trouver des solutions. Il a même échangé avec certains de ses agents, certains de leurs syndicalistes. Et donc, vous savez que... l'état des droits que le président Tshisekedi nous a amené voudrait que lorsqu'un Congolais se sent menacé dans ses droits, qu'il puisse s'exprimer. Et donc, nous, on ne peut pas condamner ces agents à pouvoir s'exprimer, mais ce que nous leur demandons, c'est de suivre les cheminements normaux, de suivre les circuits normaux, parce qu'ils savent que lorsque... il s'agit par exemple de leur prime ne transite pas par le ministère de l'urbanisme. La prime, lorsqu'elle est débloquée par le ministère du budget, elle l'envoie au ministère des Finances qui la verse à la banque. Et donc, je pense que c'est pas très important d'être cédé à certaines petites manipulations politiques. Nous, on est là. Les gens qui réclament l'argent, vous dites qu'ils sont manipulés. Non, mais j'ai dit qu'ils savent comment... Regardez, Madame Gisèle. Il n'y a pas que le ministère, il n'y a pas que les agents du secrétariat général du ministère de l'Urbanisme et Habitat qui doivent avoir la prime. La prime, elle est payée par l'État et par voie bancaire. Vous comprenez? La prime ne passe plus par des individus. Et donc, moi, je pense que quand il y a des couacs, il faut poser le problème au secrétaire général qui doit faire des suivis. Et si à son niveau, il trouve que les gens bloquent, il peut faire recours à son ministre qui peut contacter ses collègues qui gèrent notamment les budgets et les finances pour décanter la situation. Et lui, étant quelqu'un qui s'est totalement engagé, inscrit dans la dynamique du président Tshisekedi, le peuple d'abord, je ne vois pas en quoi cela va le gêner. Alors, merci Célé. Alors, c'est au-delà de l'actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est l'interpellation du ministre de PTNT qui passe à Maliba au niveau de l'Assemblée nationale. Le débat était chaud ce mercredi à la Chambre basse du Parlement au sujet de la taxe RAM. Beaucoup recusent cette taxe. Quel est votre avis par rapport à
ces taxes? D'abord, un citoyen normal ne peut pas refuser de payer la taxe et l'impôt. Parce que tous les États au monde se développent grâce aux taxes et aux impôts. Il faut qu'elles soient aussi le légales, conformes. Bien sûr. Quand vous faites les tours des différents pays au monde, quand vous êtes aux Émirats Arabes Unis, même parquer votre voiture, vous devez payer à l'État parce que les soldes ne vous appartiennent pas. Je me dis que les jours qu'on dira aux Congolais de payer la taxe du parking, il y aura encore ce genre de réaction. Moi, je peux dire aux Congolais qui ont des bons salaires, qui sont bien payés. Madame, aucun État n'a garanti du travail pour tous ses citoyens à travers le monde. Quand vous allez aux États-Unis, à l'aéroport, vous avez le mendiant. Quand vous atterrissez au Cameroun, à l'aéroport, vous avez les gens sans emploi. Il n'y a aucun État au monde, il n'y a aucun chef d'État au monde qui peut lever sa main et dire qu'il a donné du travail à tous les citoyens. Ça n'existe pas. Cela ne veut pas dire aussi absolument pas. Laissez-moi avancer. Non, mais cela ne veut pas dire, je suis d'accord avec toi, qu'ici, le président Tshisekedi, d'ailleurs, qui fait preuve d'une très bonne foi, d'un engagement sérieux, c'est pourquoi l'autorité morale de notre parti, le CNC, nous demande de les soutenir, d'accompagner son action, est en train de faire un bon travail. Maintenant, il faut d'abord que les Congolais s'habituent avec la culture fiscale. Nous demandons à l'État de changer nos conditions de vie. Nous avons la gratuité que nous prenons en charge. Nous devons améliorer la situation de transport. On a réalisé un coup sérieux avec les transports aériens. Il y a le transport terrestre qu'il faut aussi revoir. Il faut acheter les bus. Il faut voir les transports des étudiants. On a beaucoup de problèmes. Et ce problème ne peuvent trouver de solution que si, en tant que Congolais, prenons la responsabilité de nous acquitter de nos devoirs, notamment par les paiements de nos impôts et taxes. Je pense que nous, Congolais, nous avons une culture que je n'apprécie pas, parce que nous demandons beaucoup à l'État, mais nous oublions ce que nous devons faire en tant que citoyens pour permettre à l'État de nous aider. Or, la réalité, la logique, c'est que l'État nous aide, nous aidons l'État aussi. Oui. L'État nous accompagne, nous accompagnons l'État. Aujourd'hui, par exemple, l'État nous a garanti la gratuité de l'enseignement primaire. C'est un coup sérieux, très sérieux. Maintenant, cette gratuité, si nous pouvons aussi accompagner l'État en payant nos différentes taxes, nos différents impôts, je pense que ça sera une très bonne chose. Là, je parle de manière générale. Oui. Maintenant, d'une manière spécifique, d'une manière spécifique, la taxe RAM en soi, pour moi, n'est pas mauvaise. Mais je suis d'accord qu'il y a eu un problème de communication autour de cette taxe. Je suis d'accord, madame. Vous savez, en communication, il y a deux types de communication qui me passent en esprit lorsque vous parlez de la taxe RAM. Il y a la communication sensible, qui est une communication élaborée autour des thèmes chrysogènes, c'est-à-dire les thèmes à même d'engendrer la crise, comme les rabattements de salaire, le paiement de la taxe, les licenciements, ainsi de suite. La science voudrait que lorsqu'on pense à une décision comme le paiement de la taxe RAM, qu'on mette ensemble, en place plutôt cette communication sensible, parce que payer la taxe est un thème sensible. Licencier les gens est un thème sensible. Retenir à la source l'argent des gens est un thème sensible. Mais je constate avec déception que ce travail n'a pas été fait ni par le ministère ni par l'ARPTC qui sont censés collaborer pour gérer cette affaire. Ça, c'est le premier élément. Mais il y a un deuxième domaine de communication qui me passe en esprit, c'est la communication des crises. C'est-à-dire que lorsqu'il y a déjà une crise, comme c'est le cas aujourd'hui, née de la situation des RAM, l'ARPTC et les ministères devraient collaborer pour mettre en place, élaborer une communication des crises qui implique les moyens humains et même financiers à mettre en place pour faire face à la crise qui a été née parce que la communication sensible n'a pas été élaborée, de manière à limiter les dégâts qui peuvent découler de la crise, mais aussi sauvegarder l'image des marques de l'entreprise. Là, je suis en communication des organisations. Je réalise malheureusement que ces deux domaines de communication n'ont pas été utilisés par les gens qui étaient censés gérer cette situation. Maintenant, j'ai vu le ministre se défendre à l'Assemblée nationale, qui a fait son travail d'interpeller un membre du gouvernement pour en savoir un peu plus.
J'attends voir les réponses qu'il va donner. Mais il a déjà donné des réponses. Il a déjà donné des réponses. Mais à ce que je comprends par rapport à ce que vous dites, et que le problème de cette rame, c'est au niveau de la communication. Bien sûr, je trouve que la communication. Ils ont failli à la communication. C'est pas le fond même du problème. Bien sûr, mais la façon de faire, avant, et tenir à la source au niveau bien sûr. Il s'agit là de la communication sensible qui est faite autour des thèmes chrysogènes, c'est-à-dire les thèmes qui peuvent engendrer la crise. Je pense qu'avant de lancer la taxe RAM, les autorités impliquées, les services impliqués devraient d'abord élaborer cette communication-là, expliquer à la population pourquoi RAM. C'est quoi l'avantage des RAM? Bien sûr, c'est quoi l'avantage des RAM? Pendant combien de temps on va laisser la population s'y prendre, s'y préparer? Quand est-ce qu'on va commencer à couper la taxe RAM? L'argent RAM, on va en faire quoi? La traçabilité. La traçabilité. Je pense que c'est des thèmes, c'est des questions qui pouvaient être abordées avant de passer à l'action. Mais je constate que l'ARPTC et le ministère de Pertentique n'ont peut-être pas été souples en cette manière, mais la taxe en question, moi je la soutiens. Quand vous êtes au Cameroun, on la paye. Quand vous êtes en Europe, en France, partout, on la paye. Mais vous savez qu'ici, nous sortons d'une situation où les taxes, lorsqu'elles étaient perçues, elles allaient dans des poches des gens. Alors, le président Tshisekedi a amené une autre façon de faire les choses, c'est que la taxe doit aller dans les comptes de l'État. Il fallait dire ça à la population. Il fallait dire à la population que les choses ont changé. D'ailleurs, mais le ministre a dit que ça sert à soutenir la gratuité de l'enseignement et les gens n'ont pas été d'accord avec ça. Non, mais je comprends. Moi, je comprends les gens qui n'ont pas été d'accord. Est-ce qu'il fallait les dire maintenant? Je ne pense pas qu'il fallait le dire. Il fallait le dire dans les cas de la communication sensible, madame. Il fallait le dire un peu avant. Vous croyez que la population allait être... Bien sûr, non. La population... On sait par exemple que le ministre de l'EPST avait dit que la gratuité, par exemple, le paiement des enseignants de l'école maternelle a été réalisé ou concrétisé grâce au listing de fictifs. Bien sûr, mais si on ne s'en tient qu'à ces listes-là, ça ne peut pas prendre en charge la gratuité, madame. Vous avez vu, on a eu plus de 4 millions d'élèves, plus de 4 millions l'année passée à l'école grâce à la gratuité. Et donc, je suis sûr que pour prendre en charge la gratuité, les gouvernements doivent mettre un peu la main partout. S'il y a l'argent qui a été gagné sur les enseignants fictifs et les écoles fictives, les gouvernements doivent mettre la main. Il y a la Banque mondiale qui nous vient en aide, mais les gouvernements doivent mettre la main un peu partout pour financer la gratuité. Là, on parlera plus de la gratuité. On parlera plus de la gratuité. Parce que les mêmes parents à qui on dit de ne pas payer les mêmes parents les soutirent encore l'argent à travers la rame. S'il vous plaît, les gouvernements gagnent l'argent de quoi? Les gouvernements gagnent l'argent des taxes et impôts. Non, mais là, on reste dans le contexte de la gratuité. S'il vous plaît, tous les gouvernements du monde, tous les États du monde se construisent, se développent grâce aux taxes et aux impôts. La taxe RAM n'est pas la seule taxe RAM. Non, mais c'est mais comme ça que lorsqu'on a lancé la gratuité, on ne percevait pas la taxe RAM. Lorsqu'on a commencé à évoluer sous les couleurs de la gratuité, la taxe RAM n'était pas encore instaurée. Et donc, c'est une taxe, je vous ai dit, qui est mondiale. Mais ici, chez nous, je pense qu'il fallait étudier minutieusement la question pour faire comprendre cela à la population. Parce que je ne peux pas comprendre que les Quinois, que les Congolais qui aiment leur pays, c'est même une devise ailleurs. J'aime mon pays, je paye ma taxe ou je paye mon impôt. C'est même une devise ailleurs. Je ne peux pas comprendre qu'un Congolais ne soit pas en mesure de payer une taxe de $1 par mois alors qu'il est chaque soir à Capella ou à Victoire et tout ça, remplir les... Non, s'il vous plaît. Attends, quand vous allez à Capella, c'est pas la catégorie des gens qui ont suffisamment de moyens qui partent boire à Capella. Les gens qui ont suffisamment de moyens, vous savez où ils boivent. C'est la population moyenne, si vous me permettez. Mais si cette population est à mesure de faire Topolissa Messa, c'est-à-dire vous les trouvez là sur la table, c'est plein de bouteilles. Attendez, vous voyez quelle population? Moi, je place un Congolais qui gagne par exemple $50, il doit payer la maison, il doit enseigner, envoyer les enfants à l'école, bien sûr, ceux qui sont en secondaire. Il doit manger toujours dans ces $50. Vous voyez un peu. Ne donnez pas l'impression, Madame Gisèle, que... je suis pas contre la taxe. S'il vous plaît, ne donnez pas l'impression que la taxe
qu'il n'y a qu'au Congo où il y a les gens qui ont un petit salaire. La situation, le président Tshisekedi l'a trouvé ainsi. Il est en train de se battre pour l'améliorer. C'est comme ça qu'il a aujourd'hui augmenté les salaires des enseignants, qui a été même uniformisé, alors que par le passé, pouvaient être tous du secteur public. Il y a des enseignants qui sont bien payés et les autres qui sont moins payés. Moi, je pense que nous devons nous habituer avec la culture fiscale. Nous devons comprendre que chaque Congolais qui aime son pays doit aider celui-ci à se développer grâce à l'impôt et à la taxe qu'il paye, quels que soient ses revenus. Et donc, la taxe est une exigence pour tous citoyens. On ne doit pas retirer la source. Il faut que les Congolais manifestent la volonté il y a des taxes qui sont retenues à la source, effectivement. Il y a des taxes que les citoyens payent eux-mêmes à la banque. Et donc, moi, ce qui compte ici, c'est la volonté de payer cette taxe-là, de se dire que je peux me priver une bière de 2000 francs pour donner la taxe à mon pays afin que celui-ci améliore mes conditions sociales. Moi, je pense que nous, qui avons la chance de passer à la télévision, devons faire comprendre à nos concitoyens que payer la taxe n'est pas une invention du Congo. Je vous ai dit qu'à Abu Dhabi, par exemple, vous ne pouvez pas amener votre voiture et la parquer devant un CCTV là-bas sans avoir payé la taxe de l'État. C'est des choses peut-être auxquelles on n'est pas encore totalement habitué. C'est pour ça que je pense qu'il fallait une campagne sérieuse de sensibilisation, une communication sérieuse dans le cadre du domaine des communications qu'on appelle la communication sensible, de manière à aider nos concitoyens à comprendre. Mais comme il n'est jamais tard pour bien faire, sur le travail que nous faisons, les citoyens congolais doivent comprendre que payer la taxe, c'est aimer son pays. Alors, c'est la plupart des députés, la majorité, il faut le dire, qui sont passés au perchoir de l'Assemblée nationale par rapport à l'interpellation du ministre, appellent au retrait de cette taxe qu'ils qualifient d'escroquerie. Vous êtes d'accord avec eux? Ils sont élus du peuple. Moi, je ne peux pas les condamner. Ils défendent le peuple. Ils font leur travail. Je suppose que certains sont entrés en contact, même s'il y en a qui ne partent jamais dans leur base. Je suis sûr que certains sont entrés en contact avec leur base avant de prendre position, ou il y en a qui étaient venus faire du populisme. On sait un peu comment ça se passe. Ils sont autorités budgétaires, les députés. Ils savent que la nation ne peut fonctionner que sur base des taxes et impôts. Moi, je me dis que leur démarche devrait être celle de comprendre la véritable motivation de la taxe et de se porter peut-être garant pour sensibiliser leurs bases respectives à payer cette taxe. Pour moi, payer une taxe ne m'embête pas. Absolument pas du tout. Pour certains, c'est déjà, à travers cette taxe, on prépare déjà les élections de 2023. On va préparer les élections 2023 grâce à... Financement. Non, c'est bon. Je respecte le point de vue des compatriotes qui a vu les choses de cette façon-là. Le président Tshisekedi l'a rappelé lors de son discours à l'ONU, il n'y a pas longtemps, qu'il y aura élection en 2023. Le président de l'Assemblée nationale l'a rappelé pas plus tard que le dimanche. Et vous croyez à ça, à la tenue des élections? il y aura élection, d'autant plus que c'est une exigence au niveau de la désignation des membres de la CENI. C'est une exigence constitutionnelle d'abord les élections. C'est vrai qu'il y a des gens dans ce pays qui s'appellent opposants mais qui ne le sont pas réellement, qui sont en train de tout boutiquer pour qu'il n'y ait pas élection, afin non seulement d'accuser le président de la République de n'avoir pas tenu parole, mais aussi d'en profiter, parce que vous avez ici les gens, l'opposition était comme étant un endroit où on allait, non pas parce qu'on a un idéal pour lequel on se bat, non pas parce qu'on a un projet de société pour lequel on se bat, mais parce qu'on doit faire les bruits pour qu'on se retrouve dans des institutions. Et l'expérience a démontré que tous ces gens qui ont fait du bruit, même pendant le président Kabila, lorsqu'ils se sont retrouvés dans les institutions, ils ont fait pire. Vous ne pouvez pas me dire ce que Lisanga Bonganga a fait quand il était ministre des Sports, alors qu'il a passé tout son temps à critiquer les gens ici, ce qu'il fait aujourd'hui. Vous ne me direz pas ce que Germain Kambinga a fait quand il est devenu ministre à l'économie. Vous ne me direz pas, ils sont nombreux. Vous ne me direz pas, ministre à l'ESU. Et donc, s'il vous plaît, non, je vous parle. Ça suffit qu'ici, nous n'avons pas d'opposants. Excusez-moi. Nous avons des gens qui envient les autres. Vous avez suivi un opposant dire par exemple tel va seulement chercher les femmes et tout ça. Est-ce que vous n'avez pas lu de la jalousie? En fait, c'est des gens qui envient les autres. Et malheureusement, lorsqu'on les place aux affaires,
Ils font pire. Ça signifie que si le monsieur là aujourd'hui devient le président de la République, c'est pas M. Fayulu, pour les citer, pour être précis. S'il devient président de la République, c'est pas pour aider les Congolais. C'est parce qu'il voudrait aussi avoir les femmes. Aujourd'hui, comme il est en train d'envier, c'est lui qui a la possibilité, selon lui, de parler aux femmes. Et donc, regardez les types d'opposants que nous avons. Nous n'avons pas des gens engagés qui se battent parce qu'ils ont un idéal. Vous, vous êtes une grande journaliste. Vous êtes une grande journaliste dans ce pays. S'il vous plaît. Vous êtes une grande journaliste dans ce pays. C'est quoi le projet de société de Fayulu que vous connaissez? C'est quoi le projet de société de Katumbi que vous connaissez? Mais si je vous pose la question sur le projet de société de Marine Le Pen, vous êtes au courant. Effectivement, parce qu'elle en a. Si vous vous posez la question sur le projet de société de François Fillon ou je ne sais pas de... Vous l'avez. Pourquoi? Parce que eux, ce n'est pas les individus. Et ce sont les idées. Vous avez vu Marine Le Pen monter au créneau lorsqu'un citoyen français avait levé le main sur le président français. Alors que Le Pen fait partie de gens qui sont farouchement opposés à M. Macron. Pourquoi? Parce qu'on ne s'oppose pas à l'individu Macron. On s'oppose par exemple à sa manière de gérer. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'est la manière de gérer de Tshisekedi qui nous a donné le passeport aujourd'hui, qui nous a facilité d'aller, de nous déplacer dans les avions à moindre coût. Grâce avec à qui, de s'il vous plaît, grâce à qui aujourd'hui les finances publiques, la traçabilité, l'utilisation des finances publiques aujourd'hui est orthodoxe. Je vous rappelle que le FMI avait posé pour condition la bonne gouvernance avant de reprendre la collaboration avec le Congo. Si aujourd'hui cette collaboration a repris, c'est qu'il y a réellement la bonne gouvernance. Alors, moi j'aurais voulu que Fayulu nous dise le Congo qui le rêve, au lieu de s'illustrer aujourd'hui par une jalousie. En fait, ce n'est pas un opposant pour moi, c'est un jaloux. C'est quelqu'un qui aurait voulu être à la place de l'autre. C'est quelqu'un qui n'a pas digéré le fait que son ami d'hier avec qui ils ont pris coca soit élevé en dignité, au point que lorsqu'il... J'ai fini. Au point que quand il arrive à un endroit où Fayulu se trouve, qu'on demande à Fayulu de s'élever parce qu'il s'agit de l'autorité suprême du pays qui est comme ça qu'il s'est comporté, excusez-moi, je ne vais pas dire en barbare, excusez-moi, en jaloux, quand il a vu le président de la République entrer par exemple à la cathédrale de... Le problème, ce sont les idées. Non, il y a mais Fayulu développe quelle idée? Par exemple, quand il dit il veut la dépolitisation de la CENI, ça dérange. D'ailleurs, si moi j'étais opposant, mon combat en ce moment ne devrait pas être celui-là. Qu'est-ce que la nation gagne à la CENI? S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Maintenant là, nous ne sommes pas pendant la période électorale. Ça s'est préparé. La population, s'il vous plaît, la population veut maintenant la manger. Moi, je pense que si j'étais à la place de Fayulu, j'organiserais une manifestation pour réclamer l'application de la décision qui demande qu'on revoie à la baisse, par exemple, les vivres frais. Ah, il faut attendre. Vous comprenez? Non. J'ai dit, moi, si j'étais opposant, si moi j'étais opposant, le gouvernement est en train de faire son travail, les négociations ont abouti, la décision a été signée, je crois qu'on attend l'arrêté du ministre, mais j'allais même faire pression. Si moi j'étais Fayulu, je ferais pression parce qu'en ce moment-là, tous les Congolais se retrouvent dans ce combat-là. Quand vous suivez les débats autour de la CENI, ainsi de suite, c'est un faux débat. Ensuite, la réalité, c'est qu'il y a des Congolais aujourd'hui qui ne sont pas prêts. Fayulu n'est pas prêt à aller aux élections. Fayulu sait qu'il a été diminué. Fayulu sait que s'il va à ces élections-là, il va peser 0 voix, 0 poids. Fayulu, non. Mais comment quelqu'un à qui on a volé la victoire ne peut pas être en mesure de mobiliser à Kinshasa? On lui a dit ici. La route, la voie, s'il vous plaît, la voie qui mène vers l'aéroport, les invités des marques passent par là. Si tu es garçon, tu dis que tu as été élu selon les résultats de ta commission électorale version 5O. Si tu es garçon, mobilise dans d'autres coins de Kinshasa. Pourquoi il a annulé sa marche? C'est parce que c'est quelqu'un qui profite. Vous savez, quand vous êtes sur la voie là qui mène vers l'aéroport, c'est la voie où il y a toujours beaucoup de gens. Alors lui, il a toujours profité de se retrouver dans un endroit où il y a des embouteillages, avoir les images, montrer aux gens qu'il pèse. Regarde. Comment quelqu'un, s'il vous plaît, des gens à Pompage, s'il vous plaît. Mais pourquoi il ne peut pas commencer sa marche à Pompage, par exemple? Je vous rappelle qu'il a été candidat député. Je vous rappelle. Non, c'est pas un problème. Mais pourquoi on informe?
Les régimes d'information, pourquoi on informe? On informe parce que c'est lui qui organise la manifestation, n'a pas les moyens pour se sécuriser. Et que c'est lui qui est censé vous sécuriser, vous dit, écoutez monsieur, la voilà pour telle ou telle autre raison, les meetings oui, mais la marche, pas bon. Tu vois comment il s'est perdu. Comment il va mobiliser les gens quand il s'est fait entourer des gens comme Seth Kikouni. Seth Kikouni, il est bon quand vous avez des manifestations, vous pouvez lui demander des costumes, il peut habiller les gens qui manifestent. Seth Kikouni, est-ce qu'il peut mobiliser même 10 personnes ici à Kinshasa? Regardez les gens qui l'entourent. Il s'est fait entourer de qui? D'un monsieur qui a échoué dans la musique ici, qui était incapable de composer une seule belle chanson ici. Il s'est pavané dans tous les sens ici. Et aujourd'hui, dans un monde où on peut réussir même quand on n'a pas étudié, il n'a pas pu. Aujourd'hui, il pense réussir en politique. C'est comme ça que dans son véhicule, il lui dit... C'est comme ça que dans son véhicule, il lui dit « Mon conseiller, c'est ça, moqué. Mon conseiller, c'est ça, moqué. Tout ça, moqué, toi qui t'attends. » Donc, ça dit trop. Ça dit beaucoup. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis sérieux avec ce que je vous dis. Tshisekedi a la malchance de ne pas avoir une opposition. Malheureusement, il a la malchance de ne pas avoir une opposition. Parce que sous Tshisekedi, ne pense pas que quand tu es opposant, que tu insultes matin, midi, soir, on va t'appeler demain pour te confier un poste. Non, fais ton travail d'opposition, présente aux Congolais une recette, et si tu es garçon, qu'il te donne le voix en 2023. C'est ça notre politique à nous. Donc si tu penses que c'est comme sous Kabila où les Sanga Bongaga peut insulter Kabila matin, midi, soir et se retrouver ministre demain, faire pire. Alors pire que les autres. Si aujourd'hui tu fais ton boulot de l'opposant, tu critiques, présente ta recette aux Congolais, mais attends que ta recette soit plus délicieuse que celle de Tshisekedi aujourd'hui qui a montré aux Congolais qu'avec la volonté, qu'avec une justice indépendante, les institutions financières peuvent mobiliser plus que les assignations. Alors, qui a montré aux Congolais que lorsqu'on vole, que tout le monde est voleur ici, même si tu es en cravate et que tu voles, ta place c'est en prison, alors que par le passé tous les voleurs en cravate étaient protégés. Tous les voleurs, non, il n'y a pas de sélection, madame. Il n'y a pas de sélection. Tu vois les discours là, ça c'est le discours des voleurs effectivement, parce que dans ce pays il y a des gens qui sont nés dans le vol, qui se sont habillés grâce à l'argent volé à l'État. Leur première voiture dans la vie c'était grâce à l'argent volé à l'État. Leur première maison où ils ont habité c'était une maison volée à l'État. Leurs études ont été financées grâce à l'argent volé à l'État. Leurs enfants ont vécu en Europe, ont fréquenté des meilleures écoles grâce à l'argent volé à l'État. C'est des gens voleurs au carré. Et donc, ce sont eux qui tiennent ces discours-là. Acharnement, chasse à la sorcière, ainsi de suite. Mais lorsqu'il est à la barre, il ne nous dit pas comment il a fait l'objet de l'acharnement. Il ne nous montre pas. Lorsqu'on lui pose la question sur l'utilisation des téléphones, il n'est pas à mesure de nous dire. Lorsqu'on lui dit de quel droit tu as habité pendant autant d'années dans cette maison de l'État, il n'est pas à mesure de nous prouver. Et donc ce discours-là, c'est le discours des voleurs effectivement qui sont traqués aujourd'hui grâce à l'état des droits. C'est comme ça que j'ai dit, malheureusement le chef de l'État n'a pas eu la chance d'avoir une opposition forte. Il a en face des gens qui pensent que s'ils font du bruit autour de leurs intérêts, on va les appeler aux affaires. Détrompez-vous. Non, mais le point de vue, s'il vous plaît, nous avons besoin de ce point de vue, contraire. C'est ça, c'est même ça le sens de la démocratie que le président Tshisekedi nous a amené. Nous avons besoin de ce point de vue contraire. Mais le meilleur point de vue contraire pour nous signifie proposition non. Le président de la République a trouvé le passeport au Congo à $390. Je donne un exemple. Le président Tshisekedi trouve le passeport à $390. Grâce à ses efforts, nous l'avons aujourd'hui à moins de $100. Si vous êtes garçon et que vous faites l'opposition, dites aux Congolais que lorsque vous prendrez le pouvoir, vous êtes à mesure de nous donner les passeports à $50 et montrez-nous comment vous pouvez y arriver. C'est ça le débat que nous voulons. C'est ça le débat que nous voulons. À la fin, peut-être un dernier mot par rapport aux élections 2023. Il y a ça coince au niveau des confessions religieuses pour la désignation de membres de la CENI. Le chef a dit, à travers de la voix de la mairie, qu'il a donné des instructions
au président de l'Assemblée Il nationale. a conseillé, il a parlé, il a conseillé, il a donné des conseils. Oui, des instructions. L'essence, c'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous attendez du président de l'Assemblée nationale par rapport à la question? En une phrase. Par exemple, nous, au CNC, notre autorité morale nous a assigné deux objectifs. C'est même le sens du nouveau bureau politique qui a été mis en place la semaine passée. Nous avons deux objectifs. C'est accompagner le président Tshisekedi dans son action et faire rayonner le parti sur l'ensemble du territoire national à perspective justement de ces élections de 2023. Et donc ces élections, il y en aura. C'est à chaque institution de jouer son rôle parce que dans l'organisation des élections dans notre pays, il n'y a pas que le président de la République. Il y a beaucoup d'institutions qui doivent chacune jouer son rôle pour connaître ces élections et le président l'a dit, il est plus que déterminé à y aller, d'autant plus qu'il s'agit là d'une exigence constitutionnelle. Merci, monsieur le porte-parole du Congrès national congolais, Sensei de Pius Mwabilo. Merci beaucoup, madame Gisèle. Félix Kalangila, nous nous retrouvons prochainement à notre rendez-vous. Sans Merci souci. à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Au prochain